Il y a 2 semaines, ma femme est allée rendre visite à notre fille aînée et à son mari. J'ai décidé de leur faire une surprise et j'ai pris la route pour les rejoindre. Mais au moment où j'arrivais devant leur porte d'entrée, le voisin a couru vers moi en criant « Attendez. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » 5 minutes plus tard, la police était déjà sur les lieux. Jeudi matin, ma femme, Karen, m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait conduire pendant 3 heures afin de passer le week-end chez notre fille, Paula, et notre gendre, Brandon, dans leur maison à Spokane. Je lui ai répondu de faire attention sur la route et de bien profiter. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà posé mon vendredi de congé 2 semaines plus tôt. J'avais prévu de tous les surprendre en arrivant sans prévenir, parce que Paula fêtait ses 30 ans le samedi et j'avais arrangé avec Brandon d'apporter la vieille machine à coudre qui appartenait à la grand-mère de Karen, celle que Paula réclamait depuis des années. Vendredi après-midi, j'ai soigneusement emballé la machine, l'ai chargée dans le pick-up, et j'ai pris la route, 3 heures de trajet en écoutant des podcasts de faits divers. Je suis arrivé dans leur quartier de banlieue juste au moment où le soleil se couchait. Je me suis garé devant leur maison coloniale à 2 étages, avec ses volets bleus, la même que nous les avions aidés à acheter il y a 4 ans, en leur offrant l'apport initial. Je marchais sur le petit chemin de pierre, le cadeau lourd dans les bras, le cœur battant d'excitation à l'idée de la surprise. C'est alors que Madame Patterson, la vieille voisine d'accent grave côté, a traversé sa pelouse en courant, vêtue d'une robe de chambre et de pantoufles, agitant les bras frénétiquement en criant. « Arrêtez. N'entrez pas. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Son visage était rouge, ses yeux écarquillés, mélange de panique et de pitié. Mon estomac s'est noué, parce que ce regard-là, celui de quelqu'un sur le point de vous dire quelque chose, n'annonce jamais rien de bon. Jamais quelque chose qui va améliorer votre vie, seulement quelque chose qui va la briser, d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. 5 minutes plus tard, après que Madame Patterson m'eut attrapé le bras et tiré dans sa maison, elle m'a raconté, d'une voix pressée, ce qu'elle avait vu ces 3 derniers jours. Je me tenais dans son salon, le téléphone tremblant dans la main, en composant le 911 pendant qu'elle hochait la tête et murmurait. « Vous faites ce qu'il faut. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout ce que je pensais savoir sur ma famille, mon mariage, ma vie, tout était sur le point d'exploser, comme du verre qui se brise sur du béton. Je m'appelle Daniel Foster. J'ai 53 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai découvert la trahison de ma femme, la complicité de ma fille, et comment je les ai tous fait payer pour ce qu'ils ont fait. Laissez-moi revenir 3 semaines en arrière pour expliquer le contexte qui rend tout cela compréhensible. Karen et moi étions mariés depuis 31 ans ensemble depuis le lycée, mariés jeunes, et parents de Paula à 23 ans. Nous avions bâti ce que je croyais être une vie solide. Je travaillais comme ingénieur civil pour le comté, un emploi stable, avec de bons avantages. Karen avait été femme au foyer jusqu'à ce que Paula parte à l'université, puis elle avait pris un petit travail à mi-temps dans une librairie parce qu'elle aimait être entourée de livres et de gens. Notre mariage n'était pas parfait, mais quel mariage l'est. Nous avions traversé des périodes difficiles, des disputes d'argent, les rébellions adolescentes de Paula, et la longue maladie de la mère de Karen. Mais nous avions survécu à tout cela. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avions une routine, un rythme confortable. Des soirées en amoureux le vendredi, quand on le pouvait. Le café au lit le dimanche. Des petites attentions, des habitudes rassurantes. Paula s'était mariée à Brandon il y a 5 ans. Il était expert en assurance, un homme correct, un peu ennuyeux, mais gentil avec Paula, et c'était tout ce qui comptait. Ils avaient acheté leur maison à Spokane quand Brandon avait été muté pour son travail. Assez loin pour qu'on ne soit pas toujours dans leurs pattes, mais assez près pour des visites régulières. Depuis 6 mois, Karen faisait ses voyages de week-end à Spokane de plus en plus souvent. 1 fois par mois, puis 2, puis presque toutes les 2 semaines. Elle disait que Paula avait besoin d'aide pour des travaux dans la maison, ou qu'elles allaient faire du shopping, ou qu'elle voulait simplement passer du temps avec sa fille. Je n'ai jamais posé de questions, cela me paraissait naturel pour une mère. Ce que je ne savais pas, ce que j'étais totalement aveugle à voir, c'est que ces visites n'avaient rien à voir avec Paula. 3 semaines avant que tout cela n'arrive, Karen avait commencé à agir différemment. Distraite. Elle avait perdu du poids, se maquillait plus souvent, achetait de nouveaux vêtements. Quand j'en ai fait la remarque, elle m'a dit qu'elle voulait simplement prendre soin d'elle, qu'elle avait réalisé s'être un peu négligée et voulait se sentir séduisante à nouveau. « Tu es magnifique, ai-je dit. Je suis content que tu te sentes bien dans ta peau. » « Merci,
Mon amour, a-t-elle répondu sans vraiment me regarder dans les yeux. 2 semaines avant, j'ai remarqué qu'elle était tout le temps sur son téléphone. Elle avait toujours aimé envoyer des messages, mais là, c'était différent. Elle souriait à l'écran d'une façon qui me serrait l'estomac, même si je me disais que c'était de la paranoïa. Quand je lui ai demandé avec qui elle parlait, elle m'a répondu que c'était avec Paula qu'elle préparait une surprise pour l'anniversaire de Brandon. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. Parce qu'après 31 ans de mariage, on fait confiance à son conjoint. On suppose toujours le meilleur. On n'imagine pas que chaque message envoyé tard le soir et chaque sourire mystérieux soient les signes avant-coureurs de quelque chose qui va détruire votre vie. Le jeudi où elle est partie pour Spokane, Karen m'a embrassé pour me dire au revoir, comme d'habitude. Je rentre dimanche soir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Fais un bisou à Paula pour moi. Je le ferai. Elle est montée dans le Honda Pilot et est partie, et je suis resté là, dans le garage, à la regarder s'éloigner, en pensant à quel point j'avais de la chance d'avoir une épouse encore si proche de notre fille, soucieuse de préserver les liens familiaux. Je préparais cette visite surprise depuis 2 semaines. L'anniversaire de Paula devait avoir lieu le samedi, et j'avais convenu avec Brandon d'apporter la vieille machine à coudre. Nous avions échangé des mails et des messages pour fixer l'heure. Il m'avait dit de venir le vendredi soir, que Paula serait ravie, et que Karen adorerait aussi la surprise. J'aurais dû remarquer que ces messages étaient étranges, courts, presque nerveux. Mais j'étais trop concentré sur la logistique du transport d'un objet fragile, et sur la joie d'imaginer leur visage quand ils me verraient arriver. Vendredi après-midi, j'ai chargé la machine dans le pick-up et envoyé un message. Je suis en route, j'arriverai vers 18h30. Brandon a répondu. Ok. C'est tout? Pas génial, ou on a hâte de te voir, juste ok. Mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais déjà sur la route, fenêtres ouvertes, musique à fond, heureux à l'idée de surprendre ma famille. Le voyage fut agréable. Fin septembre, les feuilles commençaient à changer de couleur. Ce genre d'air frais qui vous fait sentir vivant. Je me suis arrêté une fois pour prendre un café et faire le plein. J'ai envoyé un message à Karen. Comment se passe la visite? Elle n'a pas répondu tout de suite, rien d'anormal. J'ai imaginé qu'elle était occupée avec Paula. Je suis arrivé à Spokane peu avant 18h30, j'ai conduit jusqu'à leur quartier familier et me suis garé devant la maison au volet bleu. La voiture de Brandon était dans le garage. Le Pilot de Karen, garé dans la rue. Les lumières de la maison étaient allumées. Tout semblait normal. Je suis descendu du pick-up, suis allé à l'arrière pour prendre la machine à coudre. Lourde, difficile à porter. J'ai réussi à gravir le petit chemin de pierre et j'étais presque à la porte d'entrée, cherchant où poser le cadeau avant de sonner, quand j'ai entendu une voix de femme crier. Attendez. Stop. N'entrez pas là. Je me suis retourné et j'ai vu Madame Patterson traverser la pelouse. Elle devait avoir environ 70 ans, mince, pleine d'énergie, toujours aimable lors de nos visites, mais son visage à ce moment-là exprimait une urgence et un malaise profond. Madame Patterson? Ai-je dit en posant la machine par terre. Que se passe-t-il? Elle s'est approchée, essoufflée. Monsieur Foster. Daniel, il y a quelque chose que vous devez savoir avant d'entrer dans cette maison. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quelqu'un est blessé? Paula va bien? Personne n'est blessé, mais vous devez savoir ce qui se passe. Venez chez moi, je vous en prie. Vous devez entendre ça avant de frapper à cette porte. Le ton de sa voix, son regard, c'était de la peur mêlée à de la pitié. Ce regard que les gens ont quand ils savent qu'ils vont détruire votre monde. Dites-le-moi maintenant, ai-je exigé. Pas ici. S'il vous plaît, entrez. 5 minutes. C'est tout ce qu'il me faut. Quelque chose en moi savait déjà. Un instinct primitif reconnaît le danger avant que l'esprit rationnel ne le comprenne. Mes jambes sont devenues faibles, mais je l'ai suivie à travers la pelouse jusqu'à sa maison. Elle m'a conduit jusqu'au salon et a montré le canapé. Je suis resté debout. Parlez, ai-je ordonné. Madame Patterson a pris une profonde inspiration. Votre femme vient bien ici, oui, mais pas pour voir Paula. Elle voit un autre homme. Il vient à la maison quand Brandon est au travail. Ils sont ensemble en ce moment. Je les ai vus arriver séparément, je les ai vus par la fenêtre. Je l'ai vu l'embrasser en partant.
Au début, j'ai cru que c'était un entrepreneur ou un ouvrier, mais j'ai vite compris à la façon dont il se regardait. Alors j'ai su. J'ai hésité à vous le dire, mais en vous voyant arriver, je n'ai pas pu vous laisser entrer sans savoir. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Quoi? Non? Karen est ici avec Paula. Paula n'est pas à la maison depuis 3 jours, dit-elle d'une voix calme, presque compatissante. Elle et Brandon sont partis mercredi matin, avec des valises. Je pense qu'ils sont partis en voyage. Votre femme est arrivée mercredi après-midi, et cet homme est venu environ 1 heure plus tard. Ils sont dans cette maison depuis ce moment-là. C'est impossible. Je sais ce qu'elle a dû vous dire, mais je vous dis ce que j'ai vu. J'habite juste à côté, je vois tout. Votre femme a une liaison, et la maison de votre fille est l'endroit où ils se retrouvent. Je suis désolé. Je suis resté là, abasourdi, mon cerveau refusant d'accepter. C'était insensé. Karen ne me tromperait pas, Paula ne permettrait jamais une chose pareille. Madame Patterson devait se tromper. Mais son regard n'exprimait ni confusion, ni doute. C'était de la certitude. De la certitude et de la compassion et de la tristesse. Qui est cet homme? Ai-je demandé, la voix lointaine. Je ne connais pas son nom. Environ 50 ans, cheveux gris, conduit une Mercedes noire. Bien habillé. Ils ont l'air à l'aise ensemble, comme si c'était une habitude. Mes mains tremblaient. J'ai pris mon téléphone, le fixant comme s'il pouvait me donner une réponse. Devais-je appeler Karen, la confronter? Mais, et si Madame Patterson se trompait? Et s'il y avait une explication? Vous ne me croyez pas, dit-elle. Je comprends. Mais je ne mentirai jamais à propos d'une chose pareille. J'ai observé tout cela se produire pendant toute la semaine, me demandant si je devais dire quelque chose. J'ai presque décidé de t'appeler moi-même, mais je me suis dit que je me trompais peut-être. Sauf que, quand je t'ai vu arriver avec ce cadeau soigneusement emballé, le sourire si heureux, je n'ai simplement pas pu te laisser entrer dans cette maison sans savoir ce qui t'attendait. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Appelle la police. La police? Pourquoi? L'adultère n'est pas un crime. Non, mais ils sont dans la maison de ta fille sans sa permission, si j'ai bien compris. Paula et Brandon sont en voyage. Ta femme a laissé cet homme entrer. C'est une violation de domicile. Au minimum, cela forcera un affrontement en présence de témoins. Ça évite la violence, ou que quelqu'un invente une autre version des faits d'ensuite. Fais-moi confiance. J'ai réfléchi. Mon premier réflexe fut de traverser la pelouse, de défoncer la porte et de les affronter tous les deux. Mais Madame Patterson avait raison, cela pouvait mal finir de 1000 façons. Si j'appelais la police, il y aurait un rapport officiel, des témoins. Pas de « il a dit », elle a dit. D'accord, ai-je répondu. J'appelle. J'ai composé le 911, les mains tremblant sans arrêt. 911, quelle est votre urgence? Demanda l'opératrice. Je veux signaler une violation de domicile. Dans la maison de ma fille, au 2847 Maple Street. Il y a des gens à l'intérieur sans autorisation. Elle est hors de la ville. Vous êtes sur place? Je suis dans la maison voisine. Je suis venu rendre visite, et la voisine m'a informé de la situation. Ces personnes sont-elles armées ou semblent-elles dangereuses? Non, mais j'ai besoin que des agents viennent constater ce qui se passe. J'envoie une patrouille immédiatement. Restez où vous êtes. Les officiers seront là dans 10 minutes. J'ai raccroché. Madame Patterson me regardait, les yeux remplis de tristesse. Vous faites ce qu'il faut, dit-elle. Vraiment? J'appelle la police contre ma propre femme. Vous vous protégez. Et vous créez une trace écrite. Quand tout cela arrivera devant le tribunal du divorce, et croyez-moi, ça arrivera, vous aurez besoin de chaque preuve possible. Divorce. Le mot a résonné en moi comme une fissure. 31 ans. 3 décennies de mariage. Et tout s'effondrait parce que Karen avait décidé de coucher avec un autre homme dans la maison de notre fille, pendant que Paula, par hasard, était absente. Paula est au courant. Ai-je demandé. Elle est impliquée dans tout ça? Madame Patterson a hésité. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais le fait qu'elle soit partie de la ville juste quand votre femme est arrivée, avec des valises pour plusieurs jours, cela semble planifié.
Je suis désolé. Ma fille. Ma seule fille. Elle avait aidé à faciliter la liaison de sa mère, laissé Karen utiliser sa maison comme un nid d'amour, menti pour me protéger. La trahison était si complète, si absolue, que mon esprit refusait de la comprendre. J'essayais de trouver une autre explication, n'importe quelle raison innocente. Mais il n'y en avait pas. J'ai entendu des sirènes au loin. Madame Patterson aussi les a entendues. Ils arrivent, dit-elle. Quoi qu'il se passe maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas vous qui avez causé cela. C'est eux. Tous autant qu'eux. Les sirènes se rapprochaient. 2 voitures de police se sont arrêtées devant la maison de Paula. 4 agents sont sortis. J'ai traversé la pelouse, les jambes avançant toutes seules. C'est vous qui avez appelé, demanda l'un d'eux. Oui. Daniel Foster. C'est la maison de ma fille. Elle est hors de la ville. Ma femme est là-dedans avec un autre homme. Ils n'ont pas la permission d'y être. Comment savez-vous qu'ils sont à l'intérieur? La voisine les a vus entrer ensemble. La voiture de ma femme est garée dans la rue. Elle m'a dit qu'elle venait rendre visite à notre fille, mais ma fille n'est pas là. Et votre fille ne lui a pas donné la permission d'utiliser la maison? Pas à ma connaissance. Mais j'ai besoin de confirmer ce qui se passe. J'ai besoin de voir ça. L'officier a échangé un regard avec son collègue, puis avec moi. Monsieur, nous allons frapper et enquêter. S'il vous plaît, restez ici. C'est ma femme, là-dedans. Je viens avec vous. Monsieur. Je viens avec vous. Elle ne sait pas que je suis ici. Elle pense que je suis à Seattle. Je dois voir son visage quand elle comprendra qu'elle a été prise sur le fait. L'agent m'a observé un instant, probablement pour évaluer si j'allais poser problème. Ce qu'il a vu l'a convaincu. Restez derrière nous. Laissez-nous gérer. Aucun contact avant que nous disions que c'est sûr. Compris. Nous nous sommes approchés de la maison. Les policiers se sont positionnés de chaque côté de la porte. L'un d'eux a frappé fort, d'une voix puissante. Police de Spokane. Ouvrez la porte. Rien ne s'est passé pendant 30 secondes. Puis j'ai entendu des pas, des voix. La porte s'est entr'ouverte et là se tenait Karen, vêtue d'un peignoir que je ne reconnaissais pas. Les cheveux en désordre. Le visage rougi. Quand elle a vu les policiers, elle a paru confuse. Quand elle m'a vu derrière eux, c'était de la pure terreur. Daniel? Qu'est-ce que tu... Madame, vous êtes bien Karen Foster? Demanda le policier. Oui, mais... Avez-vous la permission d'être dans cette maison? C'est la maison de ma fille. Je ne fais que lui rendre visite. Votre fille Paula et son mari Brandon sont hors de la ville, n'est-ce pas? Le visage de Karen changeait trop vite, confusion, peur, culpabilité, panique. Comment savez-vous? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison avec vous? Ce n'est pas ce que vous croyez. Madame, je dois une réponse. Y a-t-il un autre homme à l'intérieur? Une voix d'homme s'est fait entendre à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? La main du policier est allée vers son arme sans la sortir, mais en alerte. Monsieur, venez à la porte immédiatement. Un homme est apparu derrière Karen. Une 50aine d'années, cheveux gris, vêtements décontractés mais coûteux, pieds nus, avec un regard confus et alarmé. Officier, que se passe-t-il ici? Demanda l'homme. Êtes-vous le propriétaire de cette maison? Demanda l'un des policiers. Non, je suis un ami. Un ami du propriétaire? Ou un ami de Madame Karen? Oui, un ami de Karen. Et le propriétaire vous a autorisé à être ici? L'homme regarda Karen, et la réalité commença à lui tomber dessus. C'est la maison de sa fille, expliqua-t-il. Je suis le père de la propriétaire, dis-je en avançant d'un pas. Ma fille Paula et son mari Brandon sont dans le Montana. Ils n'ont donné la permission à personne d'être ici. J'ai leurs coordonnées, vous pouvez les appeler. Le policier me regarda, puis regarda Karen et l'homme. Tout le monde, s'il vous plaît, dehors. Ils sortirent sur le porche. Karen pleurait maintenant. Daniel, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Non? L'interrompis-je. Ne dis pas un mot. Le policier nous sépara et commença à poser des questions. Il prit le numéro de Paula et appela.
Je pouvais entendre son côté de la conversation. Mademoiselle Harper? Ici l'officier Sullivan, du département de police de Spokane. Je suis actuellement à votre résidence. Êtes-vous au courant que votre mère et un autre individu s'y trouvent en ce moment? Leur avez-vous donné la permission d'y être? Je comprends. Et quand leur avez-vous donné cette permission? Très bien, merci. Il raccrocha et me fixa. Votre fille affirme avoir donné la permission à sa mère d'occuper la maison pendant son absence. Elle dit également être au courant du visiteur masculin. Quoi? Si le propriétaire a autorisé leur présence, ce n'est pas une violation de domicile. Mon monde se mit à tourner. Vous êtes en train de me dire que Paula savait? Qu'elle a approuvé cela? D'après ses dires, oui. Je regardais Karen, qui serrait son peignoir contre elle, les larmes coulant sur ses joues. Puis l'homme honteux, mal à l'aise et enfin le policier. Puis-je parler à ma fille? C'est entre vous et elle, monsieur. Pour autant que nous sachions, il n'y a pas de délit. Le propriétaire a autorisé leur présence. C'est une affaire domestique, pas une affaire de police. Alors vous allez simplement partir? Il n'y a plus rien que nous puissions faire, monsieur. Je suis désolé. Les policiers commencèrent à regagner leur véhicule. Je restais là, sur la pelouse de ma fille, sentant la trahison me traverser en vagues glaciales. Karen fit un pas vers moi. Daniel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Qui est-il? Demandai-je, la voix froide. Il s'appelle Grégory. On s'est rencontrés à la librairie. Depuis combien de temps? 6 mois. Et Paula le savait. Karen hocha la tête, misérable. Oui. Elle le savait. Elle a proposé la maison pendant qu'elle et Brandon seraient en voyage. Elle disait qu'elle voulait que je sois heureuse, et que tu sois heureux aussi. Ces mots avaient un goût de poison. Ma fille t'a aidé à me tromper parce qu'elle voulait que tu sois heureuse. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Tu as couché avec cet homme dans la maison de notre fille, avec sa bénédiction, pendant 6 mois, tout en me mentant, en prétendant aller lui rendre visite. En me prenant pour un idiot. Je suis désolé, sanglota Karen. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait. Toi et Paula. Vous avez détruit notre famille pour ça. Je pointai Grégory, toujours debout sur le pas de la porte, l'air de vouloir disparaître. On peut surmonter ça, supplia Karen. Faire une thérapie de couple, essayer de réparer. Il n'y a rien à réparer. Ma voix était tranchante comme une lame. C'est fini. Prends tes affaires et disparais de ma vue. Je tournai les talons, marchai jusqu'à mon pick-up, montai, claquai la porte. Je restai là, les mains crispées sur le volant, les yeux brouillés de larmes. Derrière moi, j'entendais Karen pleurer. Je m'en moquais. Je mis le moteur en marche et partis, laissant la machine à coudre sur la pelouse, laissant ma femme dans les bras de son amant, laissant les derniers morceaux de ma vie éparpillés comme des débris dans cette rue de banlieue. Je roulai une vingtaine de minutes sans savoir où aller. Je finis par m'arrêter sur le parking d'un supermarché. Je restai assis, pendant que la réalité me frappait en vagues toujours plus violentes. Ma femme me trompait depuis 6 mois. Ma fille l'aidait. Les deux mentaient, me manipulaient, me traitaient comme un obstacle au bonheur de Karen, pas comme un être humain, avec des sentiments, avec des droits. J'ai pris mon téléphone et appelé Paula. Elle a décroché au 3e appel. Papa, la police m'a appelé. Tu es à Spokane? Oui. Je venais te surprendre pour ton anniversaire. Imagine ma surprise quand la voisine m'a raconté l'histoire du petit ami de ta mère. Silence. Puis elle dit. Papa, je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu as aidé ta mère à me tromper? Que tu as laissé ces deux-là utiliser ta maison comme un motel? Que tu m'as menti pendant 6 mois. Ce n'est pas exactement ça? Alors qu'est-ce que c'est, Paula? Parce que, de mon point de vue, on dirait que ma propre fille m'a trahi pour aider sa mère à coucher avec un autre homme. Papa, ne sois pas grossier. Ne sois pas grossier? Tu facilites un adultère et c'est moi qui dois faire attention à mes mots? Maman était malheureuse. Elle l'est depuis des années. Elle avait besoin de quelque chose à elle, de quelque chose qui la fasse se sentir vivante. Je ne pouvais plus la voir souffrir.
Alors tu as décidé de l'aider à détruire notre mariage. Au lieu de m'en parler, de proposer une thérapie, de faire quoi que ce soit d'honnête. Tu n'aurais pas compris, papa. Tu aurais tout transformé en drame centré sur toi. Mais c'est à propos de moi, Paula. Je suis son mari. Quand ton conjoint est malheureux, tu parles, tu travailles ensemble pour arranger les choses. Tu ne te caches pas derrière des messages et des rendez-vous secrets, encore moins avec la complicité de ta propre fille. Papa, je suis désolé que tu sois blessé, mais maman mérite d'être heureuse. Elle a consacré toute sa vie à nous. Elle mérite quelque chose pour elle. Et moi, non? Ai-je répondu. J'ai travaillé 30 ans pour subvenir aux besoins de cette famille. J'ai été fidèle, présent, attentif. Mais tout ça ne compte pas, parce que maman a besoin de se sentir vivante en couchant avec un type nommé Grégory. Il s'appelle Greg, et il est vraiment gentil. Je me fiche de son nom ou du fait qu'il soit gentil. Ai-je coupé? Il couche avec ma femme, avec ta mère, et toi, tu as rendu ça possible. Tu te rends compte de ce que tu as fait? J'ai aidé maman à trouver le bonheur. Non, tu as détruit le mariage de tes parents. Félicitations, Paula. J'espère que le bonheur de ta mère en valait la peine. J'ai raccroché. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et je suis resté là, tremblant de rage, de douleur et d'incrédulité. Ma fille. Ma petite fille. L'enfant que j'avais élevé, soutenu à l'université, à qui j'avais offert une maison, avait regardé la trahison de sa mère et choisi de la facilité plutôt que de protéger son père. Elle avait décidé que le bonheur de Karen comptait plus que ma souffrance. J'ai repensé aux 6 derniers mois. À chaque fois que Karen partait à Spokane, soi-disant pour voir Paula. À tous ces week-ends passés seuls, imaginant qu'elles faisaient du shopping ou travaillaient ensemble sur des projets. En réalité, elles organisaient des escapades romantiques, coordonnant leurs emplois du temps, mentant de concert. Brandon devait être au courant aussi. Il m'envoyait des messages à propos de la surprise d'anniversaire, tout en sachant que sa belle-mère dormait avec son amant dans sa propre maison. Toute la famille avait conspiré contre moi. Je devais réfléchir. Planifier. Rentrer à Seattle signifiait rester seul dans une maison pleine de souvenirs et de mensonges. Rester à Spokane, c'était risquer de croiser Karen, Greg ou d'avoir à expliquer encore plus. J'ai pris une chambre d'hôtel. Je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à faire des listes. Premièrement, un avocat. Je devais déposer la demande de divorce immédiatement, avant que Karen puisse vider des comptes ou cacher des biens. Deuxièmement, documenter tout. Obtenir une déclaration écrite de Madame Patterson sur ce qu'elle avait vu. Récupérer les relevés d'appels et de messages de Karen prouvant des mois de contact avec Greg. Construire un dossier irréprochable. Troisièmement, décider quoi faire de Paula. Elle était adulte, responsable de ses choix. Je ne pouvais pas la contrôler, mais je n'étais pas obligé de garder dans ma vie quelqu'un qui m'avait trahi aussi profondément. J'ai appelé mon frère, Steven. Il vivait à Portland et travaillait comme avocat en droit de la famille. Il me recommanderait quelqu'un à Seattle. Danny, qu'est-ce qui se passe? Karen a une liaison. Paula l'a aidé. Je viens de le découvrir. Je suis à Spokane, dans un hôtel. J'ai besoin d'un avocat. Mon Dieu, tu vas bien? Non. Mais je dois agir vite. Tu peux m'aider? Bien sûr. Je vais appeler un collègue à Seattle, spécialisé dans les divorces complexes. Il s'appelle Michael Brennan. Il est excellent. Je lui demande de t'appeler demain. Merci, Steve. Je suis désolé de t'impliquer là-dedans. Arrête. C'est normal. Tu veux que je monte? Non. J'ai juste besoin de traverser ça. Si tu changes d'avis, appelle-moi. N'importe quand. J'ai raccroché. J'ai commandé le service d'étage, mangé machinalement, puis passé la nuit à lire la loi sur le divorce de l'État de Washington. C'est un État sans faute, l'infidélité n'affecte pas la répartition des biens, mais elle peut influencer la pension alimentaire, et elle influencerait sûrement ma générosité. Dormir fut impossible. Je me réveillais toutes les heures, la tête bouillonnante. Au lever du jour, j'avais pris ma décision, Karen allait regretter ce qu'elle avait fait. Pas par la violence, ni en la trompant à mon tour, rien qui fasse de moi le méchant,
mais par une destruction méthodique et silencieuse de la vie qu'elle avait bâtie sur des mensonges. Le samedi matin, jour de l'anniversaire de Paula, je suis rentré à Seattle. J'ai conduit jusqu'à la maison que Karen et moi partagions depuis 20 ans. Elle paraissait inchangée, rangée, confortable, pleine de photos et de souvenirs d'un mariage qui, apparemment, était mort depuis au moins 6 mois. J'ai commencé à emballer les affaires de Karen. Pas tout, juste assez pour envoyer un message clair. Des vêtements, des produits de toilette, des objets personnels. J'ai tout mis dans des cartons et empilé le tout dans le garage. J'ai changé les serrures. J'ai annulé les cartes de crédit à mon nom. Je les retirai comme bénéficiaire de mon assurance vie et de mes comptes de retraite. Le dimanche après-midi, à l'heure où Karen rentrait normalement de ses week-ends à Spokane, j'avais déjà transformé la maison de la nôtre en la mienne. Elle a appelé à 18h. Daniel, je suis rentré. Je suis désolé pour vendredi. S'il te plaît, on peut parler. Je suis à la maison. Viens récupérer tes affaires dans le garage. Tu ne vis plus ici. Quoi? Daniel, s'il te plaît. Tes affaires sont dans des cartons dans le garage. Les serrures ont été changées. Tu peux rester chez Paula, chez Greg, ou chez qui tu veux, mais pas ici. Tu ne peux pas m'expulser de ma propre maison. En réalité, si. La maison est uniquement à mon nom. Mes parents ont payé l'apport à condition qu'elle reste mon héritage. Vérifie l'acte de propriété. Tu n'as aucun droit légal dessus. C'est de la folie. J'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. Ton erreur a duré 6 mois et a impliqué notre fille. Ce n'est pas une erreur. Ce sont des choix. Une série de choix. Et maintenant, je fais le mien. S'il te plaît, ne fais pas ça. Viens chercher tes affaires, ou je les donne demain. À toi de voir. J'ai raccroché. Elle a rappelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, elle est arrivée avec Paula. J'ai observé par la fenêtre pendant qu'elle chargeait les cartons dans le coffre du pilote de Karen. J'ai vu ma femme pleurer, Paula passer un bras autour d'elle, toutes les deux fixant la maison comme si elles n'arrivaient pas à croire que tout cela était réel. Moi, j'y croyais. C'était la conséquence naturelle de leurs propres actes. Elles avaient brisé la confiance, détruit une famille, maintenant, elles devaient affronter ce qu'il en restait. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte et je suis resté assis dans cette maison silencieuse, désormais seulement mienne. Elle paraissait vide, mais propre comme une plaie qu'on a enfin vidée, elle faisait mal, mais c'était nécessaire. Le lundi matin, Michael Brennan m'a appelé. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau le mardi. Un homme d'une 40aine d'années, regard vif, ton direct, efficace. Votre frère Steven m'a raconté l'essentiel, commença-t-il. Votre femme a eu une liaison, votre fille l'a aidé. Vous voulez divorcer? Racontez-moi tout. Et j'ai tout raconté. Les 6 mois de trahison, l'implication de Paula, la police, l'appel à ma fille où elle avait admis tout savoir et avoir tout couvert. Quand j'ai fini, Michael a soupiré. Voici la réalité, l'État de Washington est un État, no faux, sans attribution de faute. L'adultère n'affecte pas la répartition des biens. Vous partagerez tout à parts égales, à moins que nous puissions prouver un usage abusif des biens conjugaux liés à la liaison, cadeaux coûteux, voyages, dépenses. Vous pouvez le prouver? Je peux vérifier les relevés de cartes, mais je ne sais pas exactement quoi chercher. Je vais faire appel à un expert comptable pour ça, répondit-il. Concernant la pension, vous gagnez bien plus qu'elle, ce qui joue contre vous. Elle peut prétendre à une pension alimentaire. Travailler à mi-temps dans une librairie est son choix, mais le tribunal considère le revenu réel, pas le potentiel. Elle dira qu'elle a sacrifié sa carrière pour élever Paula et soutenir la vôtre. Avec votre durée de mariage, elle obtiendra probablement une pension. Donc, elle me trompe, et je dois quand même la payer. Malheureusement, oui, dit-il calmement. Mais nous pouvons limiter les dégâts. Nous demanderons une pension réhabilitative, temporaire, jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Et si elle vit avec Greg, nous pourrons arguer que son nouveau partenaire contribue à ses besoins financiers. Ils vivent ensemble? Nous ne le savons pas encore. Mais s'ils le sont, c'est un atout pour nous. Nous avons passé 2 heures à établir la stratégie. Michael déposerait immédiatement la demande de divorce. Nous demanderions des ordonnances temporaires pour l'empêcher d'accéder à certaines de mes comptes.
Nous ferions assigner les registres téléphoniques prouvant la liaison. Et nous ferions témoigner Paula, si nécessaire, pour établir la chronologie et son niveau d'implication. Avant de conclure, Michael me regarda avec sérieux. Vous devez comprendre, ça va devenir sale. Karen va engager un avocat. Ils vont vous présenter comme un mari rancunier, contrôlant, irrationnel. Ils diront que vous exagérez pour un écart. Vous pourrez gérer ça? J'ai géré la trahison des deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Je peux gérer n'importe quoi venant de son avocat. Parfait. Gardez la tête froide. Pas de contact direct avec Karen uniquement par moi. Pas de publication sur les réseaux. Rien qui puisse vous faire passer pour le méchant. Laissez-la paraître déséquilibrée. Compris. Les papiers du divorce furent déposés le jeudi. Karen fut notifiée le vendredi, sur son lieu de travail, à la librairie. D'après l'huissier, elle a pleuré et dit qu'il devait y avoir une erreur, que nous essayions de recoller les morceaux. Nous ne recollions rien. Je réduisais tout en cendres. Les 3 mois suivants furent une guerre menée par avocats interposés. Karen engagea une avocate nommée Patricia Gomez, qui me présenta aussitôt comme un mari amer, punissant sa femme pour avoir été honnête sur ses besoins. Elle déposa des motions affirmant que je l'avais illégalement expulsée de la maison, exigeant que je paie le loyer d'un appartement et que je lui donne un accès complet à nos comptes. Michael réfuta chaque point. Il expliqua que la maison était un bien séparé, m'appartenant seul, et que Karen avait choisi de partir en se lançant dans une liaison. Il ajouta qu'elle avait de la famille où loger. Le juge rendit une décision partagée, il confirma la maison à mon nom, mais m'obligea à lui verser une pension temporaire de $2000 par mois jusqu'à la fin de la procédure. Très bien. J'allais payer, mais pas un centime de plus que la loi ne l'exigeait. L'expert comptable découvrit des preuves d'abus de biens conjugaux. Durant les 6 derniers mois, Karen avait dépensé près de $12 000 en vêtements, bijoux, hôtels et dîners, tout sur des cartes que je payais. Autrement dit, je finançais ma propre trahison. Michael déposa une requête complémentaire réclamant le remboursement de cette somme à la communauté conjugale. Son avocate répondit que c'était des dépenses normales pour une femme de 50 ans essayant de retrouver confiance en elle. Michael rétorqua que ces dépenses servaient à entretenir une liaison extra-conjugale et devaient donc être restituées. La phase de preuve fut brutale. Nous avons obtenu les relevés téléphoniques de Karen, des milliers de messages et d'appels vers le numéro de Greg. Nous avons également assigné ses emails, des billets doux, des messages explicites. Paula fut appelée à témoigner. Sous serment, elle admit avoir su dès le début, avoir offert sa propre maison comme lieu de rendez-vous, et m'avoir menti à plusieurs reprises pour couvrir sa mère. Vous avez ressenti de la culpabilité en mentant à votre père? Demanda Michael pendant le témoignage. Je me sentais mal, répondit-elle, mais je me sentais pire en voyant maman malheureuse. Elle a tout sacrifié pour nous. Elle méritait d'être heureuse. Même si ce bonheur signifiait l'infidélité? Elle a essayé de parler à mon père de leurs problèmes. Il n'a pas écouté. Et quand aurait-elle essayé de lui parler? Je ne sais pas les dates exactes, mais elle me l'a dit. La transcription s'arrêtait là, mais je n'avais besoin de rien d'autre. Toute la vérité était désormais exposée au grand jour. Avez-vous déjà été témoin d'une de ces tentatives de discussion entre votre mère et votre père? Demanda Michael. Non. Donc, vous vous basez uniquement sur la version de votre mère? Oui. Avez-vous envisagé qu'elle puisse justifier sa liaison en prétendant avoir essayé de sauver le mariage, alors qu'en réalité, elle ne l'a jamais fait? Objection, interrompit Patricia. C'est de la spéculation. Je reformule, dit Michael. Avez-vous, à un moment ou à un autre, demandé à votre père si votre mère avait essayé de parler de leurs problèmes? Non. Pourquoi? Parce que je croyais ma mère. Le témoignage était clair, Paula avait choisi son camp sans même tenter d'entendre le mien. Elle avait accepté la version de Karen comme vérité absolue et agi en conséquence. J'étais invité à assister à l'audience, mais Michael m'avait déconseillé d'y aller. Vous allez juste vous énerver, et ça ne servirait à rien. Laissez-moi gérer. Il avait raison. Lire la transcription avait déjà été assez difficile, entendre Paula me dénigrer pour défendre ses propres choix aurait été insupportable. Karen et moi fûmes obligés d'assister à une séance de médiation avant le procès. Nous nous sommes retrouvés dans un bureau neutre, avec le médiateur et nos 2 avocats.
C'était la première fois que je voyais Karen depuis la nuit où j'étais parti de Spokane. Elle avait l'air épouvantable, amaigrie, fatiguée, vieillie. Elle tenta de croiser mon regard lorsque nous nous sommes assis. Je fis semblant de me concentrer sur mon carnet de notes. Le médiateur expliqua le processus, nous allions discuter de chaque point, répartition des biens, pension, compte de retraite et tenter de parvenir à un accord. Si nous échouions, l'affaire irait en jugement. Commençons par la maison, dit le médiateur. Monsieur Foster affirme qu'il s'agit d'un bien séparé. Madame Foster, quelle est votre position? J'y ai vécu pendant 20 ans, répondit Karen, la voix tremblante. J'ai entretenu la maison, je l'ai décorée, j'en ai fait un foyer. J'ai droit à la moitié de sa valeur. La maison a été achetée avec un apport offert par mes parents, comme héritage personnel, dis-je. Karen n'a pas contribué financièrement. Elle n'a aucune part dans cet achat. J'ai contribué par mon travail. En tant qu'épouse, pas en tant que copropriétaire. L'acte est uniquement à mon nom. La loi de Washington est claire, les biens acquis par héritage ou donation restent séparés, à moins d'un partage explicite. Donc je n'ai rien? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Après 30 ans de mariage? Vous avez la moitié de tout ce que nous avons acquis pendant le mariage. La maison n'en fait pas partie. Karen se mit à pleurer. Patricia posa une main sur son bras. Voilà exactement le comportement vindicatif dont je parlais. Ce n'est pas de la vengeance, coupa Michael. C'est simplement la loi. La maison est un bien séparé. Madame Foster n'y a aucun droit. Nous avons tourné en rond pendant 3 heures. J'ai accepté de partager mes comptes de retraite à 50-50e, même si la majeure partie provenait de mon travail. J'ai accepté de lui laisser la voiture. J'ai accepté de partager les meubles et les biens personnels. Mais je n'ai pas cédé sur la maison, ni sur le montant et la durée de la pension. J'ai proposé 3 ans de pension réhabilitative, à 1500 $ par mois. Elle voulait 10 ans, à 3000 $ mensuels. Tu essaies de me punir, dit Karen, me regardant pour la première fois droit dans les yeux. Tu utilises le divorce pour me blesser parce que je t'ai blessé. Je me protège, répondis-je calmement. Tu as passé 6 mois à me mentir, à vider nos comptes pour financer ta liaison, et tu as impliqué notre fille. Je ne te dois rien d'autre que ce que la loi m'impose. J'ai fait une erreur. Tu as fait des choix, la corrigeai-je. Chaque message que tu as envoyé à Greg, chaque trajet à Spokane, chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux en mentant, tout cela, c'était des choix. Je suis désolé, sanglota-t-elle. Vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Et tu pensais que quoi? Que je découvrirais tout et que tout irait bien? Je croyais qu'on pourrait parler, suivre une thérapie, arranger les choses. On ne répare pas un mariage en le détruisant d'abord. Aucun accord ne fut trouvé. Le médiateur fixa une 2e séance pour le mois suivant. Nous sommes sortis séparément. Karen pleurant sur le parking, soutenue par Patricia. Moi marchant vers ma voiture, ne ressentant qu'un profond soulagement d'avoir tenu bon. Ce soir-là, Michael m'appela. Vous avez été excellent aujourd'hui. Vous êtes resté calme, vous ne leur avez donné aucune munition. Patricia va tenter de pousser vers un procès si aucun accord n'est trouvé, mais je pense que Karen abandonnera avant. Elle ne voudra pas témoigner sous serment à propos de sa liaison devant un juge. Et si elle ne cède pas? Alors nous irons au procès, et nous gagnerons. Les preuves sont accablantes, elle a commis l'adultère, dilapidé des fonds du couple et impliqué la fille dans ses mensonges. Aucun juge ne récompensera ce comportement. Et Paula? Puis-je faire quelque chose concernant son implication? Légalement, non. Elle est adulte, elle n'a commis aucun crime. Moralement, oui, elle a mal agi, mais il n'y a aucun recours juridique. Je ne lui ai pas parlé depuis cet appel. Elle a essayé de me contacter, mais je l'ai ignoré. C'est votre droit. Vous n'êtes pas obligé de maintenir une relation avec quelqu'un qui vous a trahi, même si c'est votre fille. Elle publie sur Facebook, expliquant à quel point elle est blessée parce que je l'ai exclue de ma vie, se posant en victime. Bloquez-la. Ne répondez pas, laissez-la raconter ce qu'elle veut. Vous connaissez la vérité. Je l'avais déjà bloquée sur les réseaux sociaux, mais ses amis ont commencé à m'écrire, me demandant ce qui s'était passé, pourquoi j'étais si froid avec ma fille dans un moment aussi difficile. Je n'ai répondu à personne.
Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. Ma réputation auprès des amis de Paula était le dernier de mes soucis. La deuxième séance de médiation, un mois plus tard, ne fut pas meilleure que la première. Patricia, l'avocate de Karen, lui avait conseillé d'être plus agressive, de revendiquer ce qu'elle méritait, pas seulement ce qui était juste. Tout s'est retourné contre elle. Tu as eu une liaison, dis-je, lorsqu'elle exigea la moitié de la valeur de la maison. Tu as détruit notre mariage. Tu ne seras pas récompensé pour ça. 30 ans à te soutenir, 30 ans à t'épauler. Nous sommes quittes. Prends ta part et tourne la page. Tu es cruel. Je suis pragmatique. Nous divorçons parce que tu m'as trompé. Il y a des conséquences. La séance s'est terminée sans le moindre progrès. Patricia informa Michael qu'elle demanderait une audience. On se voit au tribunal, dit-elle en rangeant son dossier. J'ai hâte, répondit sèchement Michael. Le procès fut fixé à 6 semaines plus tard. Pendant ce temps, Michael préparait les témoins, rassemblait les preuves, construisait les arguments. Moi, j'essayais simplement de continuer à vivre, travailler, aller à la salle de sport, bâtir une vie qui ne tourne plus autour de la trahison et de la colère. Je suis sorti 3 semaines avec une femme nommée Laura, avant de réaliser que je n'étais pas prêt. Elle fut douce quand je mis fin à l'histoire. Appelle-moi si tu changes d'avis, dit-elle. Mais d'abord, guéris. Elle avait raison. Je n'étais pas guéri. J'étais simplement engourdi. 2 semaines avant le procès, Patricia appela Michael avec une proposition d'accord. Karen accepterait 4 ans de pension, à $2000 par mois, la moitié des comptes de retraite, la voiture et la moitié des biens personnels. Elle renoncerait à tout droit sur la maison. Elle a cédé, m'annonça Michael. Elle ne veut pas témoigner. Je parie que Greg non plus. Acceptez l'accord. 4 ans, c'est plus que ce que nous voulions, mais ce n'est pas 10, et 2000, c'est moins que 3. Au total, tu paieras $96 000. Pour un mariage de 30 ans, avec votre écart de revenus, c'est une victoire. J'y ai réfléchi un instant. 4 ans de paiement. 4 ans de fermeture définitive. $96 000, un chiffre que je pouvais accepter si cela signifiait tourner enfin la page. D'accord, ai-je dit. On signe. L'accord fut rédigé, signé et enregistré au tribunal. Le juge l'approuva sans audience. Et ainsi, 31 années de mariage furent réduites à un simple document juridique répartissant des biens et fixant des obligations. Karen m'envoya un email après la finalisation du jugement. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Mais je veux que tu saches que je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Je me suis perdu et j'ai fait de terribles choix. Je suis désolé pour la douleur que je t'ai causée. J'espère qu'un jour tu retrouveras le bonheur. Je l'ai supprimé sans répondre. Je ne voulais ni son pardon, ni son amour. Je voulais simplement qu'elle disparaisse de ma vie. Et enfin, c'était fait. Paula, elle, continuait d'essayer de se rapprocher. Des emails, des messages vocaux, même une lettre envoyée à la maison. Toutes disaient la même chose, qu'elle regrettait ma douleur, mais assumait sa décision d'avoir aidé sa mère et qu'elle espérait, un jour, reconstruire notre relation. J'ai fini par répondre avec un seul email. Tu as choisi ta mère plutôt que moi. Tu as soutenu sa liaison et tu m'as menti pendant 6 mois. Je ne pardonne pas cela. Ne reprends plus contact. Elle n'a pas répondu. Ou peut-être que si, mais je l'avais déjà bloquée. Quelques mois après le divorce, j'ai reçu un message de Brandon. Je comprends que tu sois en colère contre Paula. Je ne t'en veux pas. Mais je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de l'étendue de ce qui se passait. Je savais que Karen venait souvent, mais je croyais que c'était juste du temps entre mère et fille. Quand j'ai appris pour Greg, j'ai été aussi choqué que toi. Je ne l'ai pas cru. Il m'avait écrit à propos de la surprise d'anniversaire, tout en sachant que sa belle-mère dormait avec son amant sous son toit. Il savait quelque chose, mais je n'avais plus l'énergie de débattre. J'ai simplement répondu. Ok. 1 an après le divorce, j'ai vendu la maison. Trop grande pour une seule personne et trop pleine de souvenirs. J'ai acheté un appartement moderne au centre-ville, impersonnel, froid. Un endroit pour recommencer, sans fantômes. Je suis sorti avec quelques femmes, mais rien ne durait. La confiance avait été rongée jusqu'à l'os. Chaque fois qu'une femme semblait intéressée,
je guettais les signes, mensonges, secrets, trahisons en embuscade. Ma thérapeute, la Dr Williams, travaillait là-dessus avec moi. Toutes les femmes ne sont pas Karen, répétait-elle souvent. Tu punis des gens nouveaux pour les erreurs d'une autre. Je me protège. Non. Tu t'isoles. Ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'elle avait raison. Mais l'isolement me paraissait bien plus sûr que la vulnérabilité. J'ai appris, par des amis communs, que Karen et Greg avaient rompu. Apparemment, une fois la liaison dévoilée, elle avait perdu tout intérêt. Karen vivait seule, dans un petit appartement, travaillant dans une autre librairie, essayant de reconstruire sa vie. Une part de moi a ressenti une pointe de satisfaction. L'autre n'a ressenti que de la fatigue. Paula a eu un bébé, une petite fille. Elle m'a envoyé un faire-part de naissance, avec une photo du bébé et le prénom, Sophia, écrit en calligraphie. J'ai regardé la photo de ma petite fille et je n'ai rien ressenti. J'aurais dû éprouver de la joie, ou au moins de la curiosité. Mais tout ce que j'ai senti, c'était la distance immense entre ma fille et moi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé de cadeau. Je n'ai même pas mentionné la naissance. Paula était devenue une étrangère, quelqu'un que j'avais connu, mais qui s'était révélé indigne de confiance. Et sa fille, n'était que la fille d'une étrangère. Le temps a continué de passer. J'ai eu une promotion au travail, acheté un pick-up neuf, voyagé dans les endroits que j'avais toujours voulu voir. J'ai reconstruit une vie qui m'appartenait enfin, simple, honnête, sans mensonge ni les exigences de quiconque d'autre que moi. 2 ans après le divorce, à la date qui aurait été notre 33e anniversaire de mariage, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait « Je suis désolé ». J'ai failli le supprimer aussitôt. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. « Papa, je sais que tu ne veux rien entendre de moi. Je respecte ça, mais j'ai besoin que tu saches une chose. Sophia est malade. Elle a une leucémie. Nous l'avons découverte tôt, le pronostic est bon, mais elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Brandon et moi ne sommes pas compatibles. Le registre des donneurs n'a encore rien trouvé. Je te demande, je t'en supplie, de faire le test. Tu es son grand-père. Tu pourrais être compatible. Je sais que je ne mérite pas ton aide, je sais que j'ai détruit notre relation, mais Sophia est innocente. S'il te plaît, pour elle. Paula. Je l'ai lu 3 fois. Ma petite fille avait une leucémie. Une enfant de 2 ans, malade, et Paula, la fille qui m'avait trahi, me demandait peut-être de sauver sa vie. Mon premier réflexe fut d'effacer le message et d'oublier. Paula avait fait ses choix. J'avais fait les miens. C'était fini entre nous. Mais une enfant de 2 ans atteinte d'un cancer n'avait fait aucun choix. Sophia ne m'avait pas trahi. C'était juste une petite fille malade qui avait besoin d'aide. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. J'ai appelé la Dr Williams, ma thérapeute, et je lui ai tout raconté. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-elle. Je ne sais pas. Une part de moi veut t'aider, parce que c'est ma petite fille et qu'elle est malade. Mais une autre part veut refuser, juste pour que Paula ressente un peu de la douleur qu'elle m'a causée. C'est honnête, répondit-elle. Et quelle part veux-tu écouter? La question n'est pas laquelle je veux écouter. C'est avec laquelle je peux vivre. Est-ce que je peux vivre en sachant que j'ai refusé d'aider une enfant malade parce que j'étais en colère contre sa mère? Est-ce que je peux vivre avec ça, si Sophia meurt parce que je n'ai pas voulu faire le test? Et peux-tu? Non. Je ne crois pas. J'ai donc fait le test. Je suis allé à l'hôpital, donné des échantillons, rempli les formulaires. Ils ont dit que les résultats prendraient 1 semaine. Je n'ai rien dit à Paula. Je n'ai pas répondu à son mail. J'ai simplement fait ce qu'il fallait et attendu. 5 jours plus tard, l'hôpital a appelé. J'étais compatible. Pas parfaitement, mais assez pour que le don soit possible. La coordinatrice m'a expliqué le processus, opération, anesthésie générale, quelques risques, minimes pour un adulte en bonne santé. Quand faut-il donner une réponse? Ai-je demandé. Rapidement. L'enfant est stable, mais cela peut changer. Le plus tôt sera le mieux. D'accord. Je le ferai. Nous devrons contacter la famille. Je suis la famille. La patiente est ma petite fille. Sa mère s'appelle Paula Harper. Silence au bout du fil.
Je comprends. Nous prendrons contact avec eux. Merci d'avoir accepté de donner. J'ai raccroché, assis dans mon appartement, sentant quelque chose s'ouvrir en moi. J'allais sauver Sofia. Mais cela signifiait revoir Paula. Reprendre, même brièvement, un fil avec cette famille que j'avais effacée. L'hôpital l'a contacté. Peu après, Paula m'a appelé. Papa, ils m'ont dit que tu étais compatible, que tu allais donner. C'est vrai? Oui. Mon Dieu, merci. Merci infiniment. Tu sauves sa vie. Je le fais pour Sofia, pas pour toi. Je sais. Je comprends. Mais quand même, merci. Je fais ce don, mais cela ne veut pas dire réconciliation. Ça ne veut pas dire que je te pardonne. J'aide une enfant malade. C'est tout? Compris. Comme tu veux. Merci quand même. L'opération fut prévue 3 semaines plus tard. J'ai passé les examens, les entretiens, les tests psychologiques pour confirmer que je comprenais les risques et agissais volontairement. Le jour du prélèvement, Paula était à l'hôpital avec Brandon. Quand elle m'a vu, elle a voulu me prendre dans ses bras. J'ai reculé. Non? D'accord, désolé. Je voulais juste te dire à quel point je te suis reconnaissante. Comment va Sofia? Stable. Elle attend la greffe. Les médecins sont optimistes. Tant mieux. Nous sommes restés silencieux, un silence lourd, jusqu'à ce qu'on m'appelle au bloc opératoire. L'intervention s'est bien passée. Ils ont prélevé la moelle, l'ont préparée pour le transfert. Je me suis réveillé endolori, étourdi, sous observation pour la nuit. Paula est apparue à la porte de ma chambre, hésitante. La greffe a lieu demain matin, dit-elle. Les médecins sont confiants. Bien. Papa, je sais que tu ne veux pas parler de nous, mais je dois te dire une chose. J'avais tort. Tort sur toute la ligne. J'aurais dû te parler du mal-être de maman. J'aurais dû vous pousser à suivre une thérapie. J'aurais dû empêcher tout ça. Mais c'était plus facile de l'aider à cacher la vérité que de l'affronter. Je croyais la soutenir, mais en réalité, je fuyais. Je suis désolé. Vraiment. Je l'ai regardée. 32 ans. Mère à son tour. Et, enfin, elle semblait comprendre qu'être parent, c'est faire les choix difficiles, pas faciliter les mauvais. Tu m'as blessé plus que ta mère, ai-je dit. Parce que tu étais ma fille. J'attendais la trahison de ta mère, à la fin, dis-je. Mais pas la tienne. Je sais, répondit Paula, la voix brisée. J'ai été égoïste. Je voulais juste que maman soit heureuse, sans penser à ce que cela te coûterait. Et maintenant, tu comprends? Maintenant que tu es mère, laisserais-tu quelqu'un aider Brandon à te tromper? Non. Mon Dieu, non. Je serais dévasté. Eh bien, c'est exactement ce que tu m'as fait. Les larmes de Paula étaient sincères, pas manipulatrices. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux essayer de me racheter. Pas pour revenir comme avant, c'est impossible, mais pour construire quelque chose de nouveau, si tu veux bien. Je suis resté silencieux un moment. La colère qui m'avait tenu debout pendant 2 ans était encore là, mais, fatigué. J'étais fatigué. Garder la haine, c'est épuisant. Je ne peux pas te pardonner, dis-je enfin. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je peux être dans la même pièce que toi, pour Sofia. Et peut-être que, pour l'instant, c'est suffisant. C'est plus que je ne mérite. Merci. Paula partit. Je suis resté allongé sur mon lit d'hôpital, pensant aux choix et à leurs conséquences. À la façon dont la trahison détruit la confiance d'une manière qui ne guérit jamais complètement. Et à la manière dont devenir grand-père change vos priorités, qu'on le veuille ou non. La greffe de Sofia fut un succès. La moelle a pris. Le pronostic s'est grandement amélioré. Elle aurait besoin de suivi pendant des années, mais les médecins étaient optimistes. Je lui ai rendu visite une fois à l'hôpital. Une toute petite fille, entourée de tuyaux et de moniteurs, luttant contre une maladie qu'elle était trop jeune pour comprendre. Elle m'a regardé avec les yeux de Karen et le sourire de Paula, et quelque chose en moi a changé. On ne peut pas haïr pour toujours. Pas quand un enfant a besoin de vous. Pas quand la vie est si fragile. Paula et moi avons recommencé à parler, prudemment, avec des limites. Je ne posais pas de questions sur Karen.
Elle ne forçait rien de plus que ce que j'étais prêt à donner. Nous parlions de Sophia, de ses traitements, de ses progrès, de son avenir. J'ai appris à connaître Sophia pour de vrai quand elle avait 3 ans, déjà remise. Timide, mais douce, curieuse du grand-père qu'elle ne connaissait pas. J'apportais des livres, des jouets. Je passais du temps avec elle, essayant d'apprendre à être présent sans me laisser consumer. Ce n'était pas une réconciliation. C'était autre chose, une relation bâtie sur la vérité, pas sur les mensonges. Avec des limites claires, pas des illusions. Paula connaissait sa place. Je connaissais la mienne. Et Sophia avait gagné un grand-père qui était là quand ça comptait. 3 ans après le divorce, Karen m'envoya un nouvel email. J'ai appris que tu avais sauvé Sophia, que tu avais donné ta moelle. Merci d'avoir été là pour Paula et Brandon quand ils en avaient besoin. Je sais que tu l'as fait pour Sophia, pas pour moi, mais merci quand même. Je suis fier de l'homme que tu es, même après avoir détruit la chance que nous avions. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Cette fois, je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai lu. Et j'ai reconnu que, finalement, Karen avait appris quelque chose de ses erreurs, puis j'ai tourné la page. 4 ans après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Catherine. Architecte paysagiste, divorcée, sans enfant. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement professionnel. Nous avons parlé de design, de projet et la conversation a coulé naturellement. Nous sommes sortis plusieurs fois, sans précipitation. J'ai été honnête sur mon passé, sur la trahison, la colère, la lente reconstruction. Elle fut patiente, compréhensive, assez sûre d'elle pour ne pas prendre ma prudence pour du rejet. Je ne suis pas ton ex-femme, m'a-t-elle dit un jour, après que je me sois refermé pour une broutille. Je ne vais ni mentir ni te trahir. Mais tu dois décider si tu veux encore faire confiance, ou si tu préfères passer le reste de ta vie seule parce que Karen a brisé quelque chose en toi. Elle avait raison. J'avais un choix. Rester brisé, ou risquer d'être blessé à nouveau. Rester en sécurité et seul ou vulnérable, et peut-être construire quelque chose de vrai. J'ai choisi la vulnérabilité. C'était effrayant, inconfortable. Parfois, je cherchais encore les signes de mensonge, mais Catherine était patiente avec mes cicatrices, et peu à peu, j'ai réappris à faire confiance. Nous nous sommes mariés 5 ans après le divorce. Une petite cérémonie, avec seulement nos amis proches et la famille. Paula était là, avec Brandon et Sophia. C'était étrange, mais supportable. Nous étions devenus civils, sinon proches. Karen n'était pas invitée, mais elle envoya une carte, me souhaitant tout le bonheur possible. J'ai remercié en silence, simplement reconnaissant que nous avions tous deux avancé. La vie reprit un rythme tranquille. Catherine et moi avons acheté une maison, mêlé nos routines, bâti une relation faite d'honnêteté et de communication. Je suis resté présent dans la vie de Sophia, je l'ai vue grandir, vive, curieuse, m'appelant Papy Dan, me demandant des histoires sur « quand maman était petite ». Paula et moi étions cordiaux. Nous ne redeviendrions jamais proches comme avant la trahison, cette confiance était morte. Mais nous pouvions être une famille autrement. Présents au moment important, aidant quand il le fallait, respectant les limites. 6 ans après le divorce, j'ai croisé Greg dans un restaurant. Il était avec une femme, semblait heureux, détendu. Quand il m'a vu, il s'est figé. « Daniel, dit-il. »« Greg. Voici ma femme, Maria. » J'ai serré la main de Maria. « Enchanté. »« Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, répondis-je. Greg a fréquenté mon ex-femme, autrefois. »« Oh, dit-elle, gênée. Le monde est petit. » Un silence gêné flotta une trentaine de secondes. Alors je me suis levé, j'ai présenté mes excuses et je suis retourné à ma table, où Catherine m'attendait. « C'était Greg. » demanda-t-elle. « Oui. Et qu'est-ce que tu ressens ? » « Rien. C'est juste un type qui a eu une liaison avec mon ex-femme il y a 6 ans. Ça n'a plus d'importance. » Et, en effet, ça n'avait plus d'importance. La colère s'était éteinte. La trahison était devenue une simple histoire. Karen et Greg n'étaient plus que des gens que j'avais connus autrefois, qui m'avaient blessé, puis étaient devenus insignifiants. 7 ans après le divorce, Karen m'a recontacté pour me proposer un café. J'ai presque refusé, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre.
Karen paraissait plus âgée, fatiguée mais en paix. Nous nous sommes assis face à face, devant des tasses que ni l'un ni l'autre ne comptait boire. « Merci d'être venu, Daniel, dit-elle. Je ne savais pas si tu accepterais. Moi non plus. De quoi voulais-tu parler? Je voulais m'excuser. Vraiment. Pas juste par email. Tu méritais beaucoup plus que ce que je t'ai donné pendant notre mariage, et pendant le divorce. J'ai été égoïste et cruel. J'ai justifié mon comportement horrible en me disant que je méritais d'être heureuse. Je suis désolé. Je sais que, désolé, ne répare rien, mais j'avais besoin que tu l'entendes en personne. Et je voulais que tu saches que je suis en thérapie maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, d'être une meilleure personne que la femme qui t'a blessé. Et comment ça se passe? Ai-je demandé. Difficile, mais nécessaire. Je vois souvent Sophia maintenant. Paula et moi reconstruisons notre relation. J'essaie d'être la mère et la grand-mère que j'aurais dû être, au lieu de la femme égoïste que j'étais. C'est bien. Sophia est une petite fille formidable. Elle mérite mieux que tout ce qui s'est passé. Elle le mérite. Et toi aussi. Je suis vraiment désolé, Daniel. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 3 décennies. Cette étrangère qui avait détruit notre mariage, puis disparu de ma vie. Et tout ce que j'ai ressenti, c'est une légère tristesse pour les années perdues. J'apprécie tes excuses, ai-je dit. Je suis content que tu ailles mieux. Mais nous ne serons pas amis. Nous ne partagerons rien d'autre que notre rôle de grands-parents de Sophia, lors des mêmes événements. C'est tout ce que je peux t'offrir. Je comprends. C'est déjà plus que je ne mérite. Nous avons terminé nos cafés en parlant de banalités de Sophia, de Paula, du temps qu'il faisait. Puis nous sommes partis. 2 ex-époux reconnaissant simplement qu'ils avaient tous deux tourné la page. Quand je suis rentré, Catherine m'a demandé. Alors? Ça s'est bien passé. Elle s'est excusée. J'ai accepté. C'est fini. Fini Jean, tu es encore en colère, ou fini Jean, en paix? Fini Jean, je ne pense plus à elle. Ce n'est plus ma femme. Ce n'est plus mon problème. C'est juste quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un qui m'a appris des leçons douloureuses sur la confiance. C'est sain, répondit Catherine. Il m'a fallu du temps, mais j'y suis arrivé. Après le divorce, le dernier paiement de pension a été effectué. 4 ans, 96 000 $ au total. Quand le dernier chèque a été encaissé, j'ai ressenti une vraie clôture. Les liens légaux étaient rompus. Les obligations financières, terminées. Karen était définitivement sortie de ma vie, sauf en tant que grand-mère de Sophia. Je ne lui ai plus jamais reparlé, sauf brièvement, lors d'anniversaires ou de fêtes d'école. Nous étions polis, distants, sans animosité. La colère avait disparu depuis longtemps, remplacée par une simple indifférence. Paula et moi restions prudemment proches. Nous ne redeviendrions jamais ce que nous étions, mais nous avions trouvé un équilibre. J'étais le grand-père de Sophia, présent au moment important, envoyant des cadeaux, des cartes. Présent, mais pas intime. C'était suffisant. Un soir, 9 ans après le divorce, Catherine m'a demandé. « As-tu pardonné à Karen et à Paula ?» Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne suis plus en colère. Mais pardonner suppose un sentiment que je ne suis pas sûr d'avoir. Et que ressens-tu, alors? De l'acceptation. Elles ont fait ce qu'elles ont fait. J'ai réagi comme j'ai réagi. Nous avons tous survécu. Chacun construit sa propre vie maintenant. C'est peut-être mieux que le pardon. Peut-être, répondit Catherine. 10 ans après le divorce, j'ai reçu un email de Madame Patterson. Je déménage dans une maison de retraite et je vide la maison. J'ai trouvé un paquet dans le garage, qui, je crois, était destiné à votre fille. Il est ici depuis la nuit où la police est venue. Voulez-vous que je vous l'envoie? La machine à coudre. L'ancienne, celle que j'avais apportée pour surprendre Paula à son 30e anniversaire. Elle était restée dans le garage de Madame Patterson pendant 10 ans. J'ai répondu. Oui, envoyez-la, s'il vous plaît. 2 semaines plus tard, elle est arrivée encore emballée dans les couvertures de déménagement que j'avais utilisées pour la protéger. Je l'ai déballée avec précaution. Elle était intacte, magnifique, toujours fonctionnelle. Un morceau d'histoire familiale, un cadeau devenu symbole de trahison.
J'ai pensé à la donner à Paula, avec 10 ans de retard. Au geste, à la signification, à l'idée de pardon et de famille. Mais cela sonnait faux. Je ne voulais plus de symboles, ni de drames sentimentaux. Alors je l'ai donnée à Catherine. Elle appartenait à ma grand-mère, ai-je dit. Elle devrait rester dans la famille, mais entre les mains de quelqu'un qui saura la chérir pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle représente. Catherine comprit sans que j'aie besoin d'expliquer quoi que ce soit. Elle installa la machine à coudre dans son atelier et commença à l'utiliser dans ses projets de design. Ainsi, cette machine fit partie d'une nouvelle histoire, au lieu de rester prisonnière de l'ancienne. Et cela semblait juste. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une réconciliation. C'était simplement avancer avec ce qu'on a, et construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux restants. 10 ans après cette nuit terrible à Spokane, j'ai regardé ma vie et j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais eu pendant mon mariage, l'honnêteté. Ma relation avec Catherine reposait sur la vérité. Avec Paula, elle était prudente mais claire. Avec Sophia, elle était simple, libérée du poids du passé. Tout était réel. Rien n'était façade. Rien n'était mensonge. La vengeance que j'ai obtenue n'a pas été dramatique, ni cathartique. C'était juste ça. J'ai construit une vie meilleure sans Karen que celle que j'avais eue avec elle. J'ai trouvé un bonheur qui n'avait pas besoin de mensonges, de secrets ni de trahison. J'ai réappris à faire confiance lentement, prudemment, à quelqu'un qui méritait cette confiance. Karen a continué sa route, avec la conscience d'avoir détruit quelque chose de vrai pour quelque chose de vide. Greg est passé à autre chose. Paula a appris ses leçons, à la dure. Et Karen est restée seule, vivant avec les conséquences de ses choix. C'était une vengeance suffisante. Pas la destruction, mais la démonstration. Pas la punition, mais la preuve qu'elle ne m'avait pas brisé, seulement redirigée vers quelque chose de meilleur. Sophia a eu 12 ans. Nous avons fêté son anniversaire chez Paula. Toute la famille était là, Brandon, Paula, moi, Catherine et même Karen, discrètement assises au fond de la pièce. Sophia a soufflé les bougies, a fait un vœu et a regardé autour d'elle, avec cet air innocent d'enfant qui ne sait pas à quel point les histoires compliquées relient ses adultes. Elle ne saurait jamais tout. Elle ne saurait jamais la nuit, 10 ans plus tôt, où son grand-père avait failli ouvrir une porte qui aurait changé sa vie pour toujours. Elle ne saurait rien de la trahison, de la colère, ni du long chemin vers quelque chose qui ressemble à la paix. Tout ce qu'elle saurait, c'est qu'elle avait une famille compliquée, imparfaite, mais présente. Et peut-être que cela suffisait. Ce soir-là, sur la route du retour avec Catherine, j'ai pensé à l'homme que j'étais 10 ans plus tôt. L'homme qui faisait confiance sans réserve et qui avait été détruit par cette confiance. L'homme qui, debout dans le salon de Madame Patterson, appelait la police contre sa propre femme pendant que son monde s'effondrait. Cet homme n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un de plus dur, mais aussi de plus sage. Quelqu'un qui avait appris que la confiance se gagne, elle ne se donne pas. Que l'amour doit avoir pour fondement la vérité. Et que les familles peuvent être reconstruites, même après avoir été brisées. La vengeance n'était pas ce que j'imaginais. Ce n'était pas Karen souffrant. Ni Paula implorant mon pardon. Ni une scène dramatique de règlement de compte. C'était quelque chose de plus silencieux. C'était moi, assis dans la voiture avec ma femme, rentrant dans la maison que nous avions achetée ensemble, vivant une vie bâtie sur l'honnêteté. Pendant que Karen vivait seule, avec ses choix. Et que Paula vivait avec la conscience d'avoir sacrifié sa relation avec son père pour une illusion. Voilà la vraie vengeance. J'ai gagné en survivant, en me reconstruisant, en refusant de laisser leur trahison définir ma vie. Ils ont perdu en détruisant quelque chose d'irremplaçable. Et en se condamnant à vivre le reste de leur vie en le sachant. Et quelque part, à Spokane. Madame Patterson vit dans une maison de retraite, racontant l'histoire de la nuit où elle a empêché un homme d'entrer dans un cauchemar. Et, d'une certaine manière, elle a sauvé sa vie. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, quelle histoire inspirante. On pourrait presque croire que la vengeance froide, méthodique et silencieuse est la meilleure thérapie qu'on puisse trouver. Qui aurait cru que, vivre mieux, deviendrait une arme de destruction massive émotionnelle? Moralité, si quelqu'un vous trahit, ne perdez pas votre temps à crier ou à pleurer, achetez juste une nouvelle maison, trouvez une nouvelle femme, et laissez les coupables se noyer dans leur propre conscience. Simple, efficace, et terriblement élégant.